Alors, nous allons parler de comment recueillir, analyser et discuter des sources sur des questions d'esclavage et émancipation dans le XXe siècle, en Afrique de l'Ouest du XXe siècle. Okay. Alors, je vous dis tout de suite que votre travail en tant que chercheur, jeune chercheur africain dans ce champ, pourrait être énormément important. Vous avez des énormes potentialités pour pouvoir rendre vos travaux disponibles. Pourquoi vous êtes très bien positionné? Vous êtes très bien positionné parce que vous êtes déjà en Afrique. Alors pour les étudiants américaines ou européennes qui veulent recueillir des sources, les sources de récits par exemple, des descendants d'esclaves, ou travailler sur des archives africaines qui discutent la situation de l'esclavage, de l'abolition, de l'émancipation, eux, ils devraient voyager jusqu'à un pays africain. Ils ne parlent pas souvent la langue, ils n'ont pas de contacts. C'est-à-dire que pour des étudiants doctorants ou master européens ou américains, c'est vraiment très difficile de faire des choses que vous pourriez faire puisque vous êtes déjà basé ici, vous connaissez les langues, vous connaissez les sociétés, donc vous êtes avantagé. Et une chose que je veux dire, c'est que, enfin, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup d'études de jeunes doctorants africains qui commencent à publier leurs recherches dans ce champ. Et c'est lié, pas tellement au fait que vous n'avez pas accès, parce que clairement vous avez accès, mais c'est lié à d'autres questions qu'on va discuter aujourd'hui. Mais je voudrais bien, j'espère bien, que vous qui êtes ici autour de cette table, allez bientôt, dès que vous avez terminé vos recherches de master, de doctorat, commencer à essayer de rendre publique votre recherche, de la publier dans des publications officielles. C'est vraiment dans vos mains. Enfin, c'est vraiment, ça serait important. Je peux vous dire qu'il y a déjà des étudiants africains qui ont commencé à travailler dans ce champ. Là, par exemple, il y a Emmanuel Saboro, c'est un Ghanéen qui est actuellement à Wise, à Hull, qui est un Ghanéen qui travaille sur les récits, sur la mémoire de l'esclavage dans le nord du Ghana, à travers les chansons et à travers le folklore des villages qu'il connaît, d'où il vient. Et là, il a enregistré tout un tas de chansons, tout un tas de cérémonies folkloristiques où il y a des sites, par exemple, de commémoration. Et là, lui, il analyse comment le thème de l'esclavage et de l'émancipation est resté vivant dans cette société du nord du Ghana. Il y a Ibrahim Hamza, par exemple, un doctorant de Paul Lovejoy au Canada, qui maintenant enseigne dans une université américaine. Il est très jeune, il a fini son doctorat au Canada avec Paul Lovejoy, et lui c'est un Hausa, donc il est Hausaphone. Il est parti dans une plantation, dans un village, une ville aujourd'hui, qui avait des plantations dans la période de Sokoto. C'est la plantation de Doraï, et il a fait des recherches en même temps aux archives et en même temps sur le terrain à Doraï. Donc il a recueilli des récits de vieilles femmes, vieilles hommes. Ils ont parlé de différentes zones dans la ville de Doraï et la ségrégation de gens qui étaient des descendants d'esclaves ou non. Il a recueilli beaucoup de données. Donc, il y a d'autres étudiants que j'ai rencontrés dans des conférences qui n'ont pas peut-être encore déjà publié leur travail, mais qui ont pu participer à des conférences internationales. Ils ont pu présenter leurs travaux. Et leurs travaux, la richesse, point de vue international de ces travaux, c'est qu'eux, ils ont une facilité à accéder aux récits, aux témoignages. Ils parlent déjà la langue, ils connaissent les sociétés. Ils sont parfois insérés dans un network social où ils peuvent tout de suite trouver des contacts. Donc, si vous pouvez, je dirais aussi, si vous voulez commencer tout de suite à être important, enfin à faire de la recherche qui est acceptable ou intéressante du point de vue international, je vous dis tout de suite, en Europe, c'est surtout les sources primaires qui rendent un texte de valeur. Même pour nous, ce n'est pas seulement pour les étudiants africains, mais quand on fait une thèse de doctorat, par exemple, ou même une thèse de master,
Ce que nous disons toujours à nos étudiantes, c'est de ne pas employer que des sources secondaires, donc des livres qui ont été publiés par des chercheurs, des historiens, mais qu'ils se confrontent directement aux sources primaires. Là, quand je dis sources primaires, je veux dire soit les archives, donc archives nationaux, c'est les sources primaires, soit des témoignages, soit des manuscrits arabes, si vous connaissez l'arabe, ou des manuscrits disponibles en langue vernaculaire, donc dans des langues africaines, soit des récits, donc des témoignages de gens qui sont vivants, de vieux, de gens anciens, ou des témoignages qui ont été écrits, peut-être des gens qui ne sont plus vivants, qui sont décédés. Mais ce type de matériel primaire, au moins en Europe, en Amérique aussi, si on veut faire une thèse en histoire, de revoir seulement ce que les historiens ont écrit n'est pas considéré comme vraiment une recherche assez approfondie. Quand on dit que quelqu'un se prépare pour un doctorat, ça veut dire qu'il est, dans une certaine façon, un des premiers à faire cette recherche, que la recherche a son originalité, et donc il travaille directement avec les sources primaires. Pour nous, c'est la grande distinction entre un étudiant qui est à l'université, mais il est undergraduate, donc il n'a pas encore pris son bac, comment on appelle ça en français, sa licence, et quelqu'un qui est un postgraduate, donc master ou doctorat. Là, c'est master et doctorat, on s'attend vraiment d'eux qui travaillent directement sur les sources primaires. Parce que la source primaire n'a pas été prédigérée, et donc c'est lui-même ou elle-même qui va faire une analyse complexe. Donc on s'attend d'une maturité, une capacité d'analyser des sources qui ne sont pas déjà digérées et analysées. C'est clairement, il faut aussi se confronter aux théories et aux idées des historiens qui ont déjà publié. Donc, chaque thèse de doctorat aura en même temps une analyse des sources primaires, mais aussi une sorte d'engagement, surtout dans l'introduction. Vous allez engager tous tous les historiens, tous les auteurs qui ont travaillé sur les thématiques, sur les problématiques que vous affrontez. Mais en même temps, il faut les deux. Enfin, mais c'est la richesse des sources primaires qui est souvent ce qui rend le travail d'un étudiant africain très important en Europe, parce qu'ils sont avantagés, ils sont déjà sur place, donc pourquoi pas exploiter les sources primaires et travailler là-dessus, et écrire sur ça. Ce que j'ai constaté dans mon travail avec des étudiants africains en Angleterre ou en Amérique, moi j'ai enseigné aussi en Amérique pour un an dans un système d'échange en Californie, et j'ai enseigné en Angleterre, j'ai commencé à enseigner dans l'année 2000. Donc ça fait 12 ans que j'enseigne à l'université en Angleterre. J'ai enseigné à la London School of Economics, à la SOAS, School of Oriental and African Studies, à la University of Sussex at Brighton, à la University of Liverpool et à la University of Birmingham. Donc j'ai une certaine expérience, puisque j'ai beaucoup nomadisé entre différentes universités des systèmes-là. Et une des choses, les plus grandes faiblesses qu'on trouve quand on a des étudiants qui viennent de l'Afrique, actuellement nous avons 3 doctorants nigérians à Birmingham, un Ghanéen, une Ugandaise qui sont venus de leur pays et sont en train de faire du doctorat avec nous. Et le problème majeur qu'on rencontre, c'est la critique des sources, qui n'est pas, l'analyse n'est souvent pas assez critique. On prend des sources et on les présente comme si c'était tout simplement la vérité, comme si c'était des faits. Tandis que nous essayons toujours, dans mon travail, j'ai toujours essayé, surtout avec les étudiants qui venaient de l'Afrique, donc n'avaient pas été préparés beaucoup sur ce fond, apparemment, de leur dire qu'il faut être très critique avec soit les sources secondaires et les sources primaires. Comment vous traitez les sources primaires est absolument fondamental. Ce n'est pas que parce que vous avez une interview avec un vieux ou une vieille dame que ces mots sont tout simplement la vérité ou que ces mots peuvent représenter le point de vue de toute une catégorie sociale. Okay? Donc, critique vers les sources primaires, critique vers les sources secondaires.
Le fait que Lovejoy écrit quelque chose dans son livre ne veut pas dire qu'on va l'accepter comme vrai. Il faut toujours être critique, voir les différents arguments de différents auteurs avec un certain détachement. C'est à vous, en fait, d'analyser qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez être un argument fiable à partir de votre analyse des sources primaires, de votre recherche directe sur le phénomène. C'est le fait que vous avez été en contact avec les sources primaires qui vous donne la possibilité ou l'autorité de mettre en question des choses que d'autres ont dit à propos de ces sources primaires. Mais si on travaille toujours sur les sources secondaires, là, on n'a pas vraiment un maître de jugement pour dire non, selon moi, il a mal interprété cette question, par exemple. Comment le dire si on n'a pas vu les mêmes sources qu'il a vues, ou si on n'a pas vu des sources pareilles, quand même. Donc, je suis en train de donner des suggestions, mais aussi parce que le thème d'aujourd'hui va être sur comment recueillir, analyser et présenter les sources. Donc, ça, c'est un peu un préambule. L'autre chose, l'autre faiblesse quand on a des étudiants qui viennent d'Afrique, c'est que leur présentation orale est souvent beaucoup meilleure que celle des étudiants européennes. Mais dans la présentation écrite, souvent ils ne suivent pas les styles des journaux professionnels, des revues spécialisées en histoire, par exemple, toutes les formes de références très exactes. Comment se référer à des titres, à des choses qui ont été publiées, comment donner les références même pour des récits qu'on a recueillis. Si vous commencez à recueillir des récits, par exemple, orales, ou si vous commencez à travailler aux archives, il est fondamental que tout de suite, à partir de maintenant que vous commencez à faire la recherche, vous notez, par exemple, pour des sources orales, pour des récits, le nom, l'âge, le lieu, la date, tout ça, c'est des renseignements. Il ne suffira pas de dire « j'ai rencontré le tel, un vieux m'a dit dans ce village ». Quand vous allez faire votre référence, il faudra être très précis pour chaque personne mentionnée, mettre son nom, possiblement l'âge, même approximatif, la date de l'interview, le lieu de l'interview. Alors, si vous travaillez aux archives, la référence des archives, mais aussi la référence, donc dans l'index. GD11, ou je ne sais pas quoi. Donc, gardez tout ça quand vous travaillez aux archives. Je vous suggère vraiment, pour que vous puissiez publier au plus tôt possible vos travaux, donc c'est vraiment dans vos intérêts, je vous suggère de vous inspirer aux revues spécialistiques d'histoire, donc par exemple Journal of African History, ou par exemple Cahier d'études africaines. Quand vous prenez le Cahier d'études africaines, vous voyez exactement comment tout est référencé. Parce que là, c'est aussi une bataille que quand je travaille avec des étudiants qui viennent des pays africains, je dois faire plus que parmi les étudiants qui ont fait leur licence en Europe ou en Amérique, qui sont beaucoup plus habitués. Donc, je voudrais bien que vous soyez avantagés là-dessus, puisqu'on a travaillé ensemble. Alors, comment recueillir, analyser et discuter des sources sur l'esclavage et l'émancipation? La première chose que je peux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le champ des études de l'émancipation et de l'esclavage. Dans les années hier, on a parlé des travaux assez vieux. Années 60, années 70, on était à une étape très précoce des études sur l'esclavage et l'émancipation. Aujourd'hui, nous sommes à une étape avancée. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez lire Kopitoff et Myers, quand vous allez lire, dont j'ai parlé hier, quand vous allez lire même Meyasu et tous ceux qui ont contribué au fameux livre de Meyasu, L'esclavage en Afrique précoloniale. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ça. Vous allez voir que les articles des auteurs souvent parlent des esclaves dans la société Gouro, ou des esclaves dans la société des Margis, ou des esclaves dans la société Touareg. Alors, puisque c'est 40 ans plus tard, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On critique ces chercheurs pour avoir parlé des esclaves dans une société, et nous sommes beaucoup plus spécifiques dans nos références. Oui. Ce qui veut dire
comme je vous ai dit à la fin de notre discussion d'hier, esclave n'est pas une catégorie, mais c'est beaucoup de catégories de personnes. Tu as des esclaves qui sont puissants, tu as des esclaves très marginalisés, tu as des concubines et des femmes esclaves. Alors la concubine a des droits que la femme esclave n'a pas.